Bonjour à tous, merci Ahmed pour cette belle introduction. Alors moi, c'est une première de parler comme ça devant un écran ordinateur, c'est un peu bizarre, mais bon, on va y aller. Alors, je vais vous présenter donc deux cas cliniques, effectivement, comme l'a dit Ahmed, qui font suite à ce que vous avez eu hier comme présentation. Sauf que là, je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. Donc voilà, on va voir deux cas cliniques. Donc le premier, Benoît, puis Armand, qui vont nous permettre de voir combien est important d'avoir une barrière intestinale qui soit efficace en termes de santé, aussi bien intestinale que sur l'axe intestin-cerveau. Alors, je vais d'abord aborder le cas de Benoît, qui est un homme d'une trentaine d'années. Je vais reprendre son historique parce qu'elle est assez complexe. Benoît, en 2013, se bloque le dos, il fait une hernie discale pour lequel il va être médiqué par paracétamol et codéine. Il va en prendre en quantité quand même assez importante. Et finalement, en 2014, il me fait part d'une histoire de langue en terre de géographie douloureuse, probablement la constipation, puisqu'il va y avoir des épisodes de rectorragie qui vont le conduire à consulter son gastro-entérologue qui va remettre la cause sur la codéine et lui demande de prendre des fibres. En 2015, il va carrément séjourner à l'hôpital Cochin pour sa lombalgie. Il aura moins d'épisodes de rectorragie, donc je pense qu'en fait tout ça était lié à une constipation et à des hémorroïdes tout simplement. Euh, il va commencer à se plaindre de reflux gastrique. Et puis comme il était pas très gros, il décide d'aller s'inscrire en salle de sport. Il va prendre un peu de poids puisqu'il va prendre 6 kilos. Vous voyez il fait 1,88 m pour 75 kilos à la fin, donc c'est pas très gros. En 2016, son histoire continue. Sur le plan général, une fatigue de plus en plus importante apparaît. Il arrête le sport. Des symptômes ORL apparaissent avec des acouphènes. Sur le plan digestif, eh bien, on va avoir une aggravation de ces symptômes puisque il se plaint toujours de sa gingivite, une inflammation de la langue, toujours la même histoire de langue en garde de géographie, un reflux de plus en plus fréquent et invalidant, des selles glaireuses, et puis pour finir, une perte d'appétit qui entraîne, d'après lui, une grande fatigue, notamment après les repas. Il dit que son ventre ballonne après les repas et que du coup, il est obligé de manger en petite quantité et il va reperdre du poids puisqu'il va faire 63 kilos pour 1,88 m. Donc il est vraiment maigre. Il décide quand même d'aller consulter un ORL qui retrouve un particulier. Il va voir un gastro-entérologue qui là lui décide de faire une fibroscopie et là lui trouve un ulcère gastrique. Et il va lui mettre du pantoprazole, donc un inhibiteur de la pompe à proton, pour 2 mois. Et environ 3 semaines après sa fibro, il a effectivement moins de reflux, mais apparition d'une douleur en fosse iliaque droite et des ballonnements. Donc ça, je pense que ça vous parle, ça vous fait écho par rapport à ce que vous avez dit hier, Sarah Méran. En 2017, donc 2 mois après sa première consultation chez le gastro, eh bien, ça ne passe pas. Il décide d'aller voir un autre gastro-entérologue qui va lui proposer une deuxième fibroscopie. Donc là, on est vraiment, je trouve, dans l'exagération de la médicalisation, quoi. On fait une deuxième fibro. Et là, il lui remet 40 mg d'ésoméprazole pour 3 mois de plus. Finalement, l'évolution, ça va être des besoins de plus en plus accrus de prendre des IPP, une aggravation de son RGO, une aggravation de ses ballonnements et de ses douleurs en fosse iliaque droite. Il décide finalement d'arrêter lui-même les IPP parce qu'il se rend bien compte que quand il les prend, il est moins bien. D'ailleurs, contre l'avis de son gastro, qui va remplacer par du bicarbonate alimentaire. Et là, au miracle, il va avoir moins de reflux. Son ventre gonfle toujours après les repas, ça devient de plus en plus désagréable et il note une apparition d'aliments non digérés dans ses selles. Donc on voit que finalement, la iatrogénie médicamenteuse liée aux IPP. En 2017, son poids stagne, il est entre 63 et 65 kg, il est toujours très fatigué après les repas, et là on voit qu'il y a une fatigue mentale qui s'installe, donc on voit que ça commence à taper sur le système, hein, c'est le cas de le dire, une irritabilité, des pertes de mémoire, il consulte même un neurologue qui lui diagnostique une petite dépression légère. En 2018, les symptômes ORL digestifs persistent, sa fatigue devient physique et mentale, il a peu de volonté pour tout, ça devient même gênant pour son activité professionnelle. Je ne l'ai pas dit, mais Benoît, il est apiculteur.
Alors, l'histoire récente de la maladie, puisque donc vous avez vu, 2013, il fait son lumbago, il prend de la codéine, probablement qu'il va se constiper. Finalement, ça va évoluer sur le tractus digestif, et puis du reflux, et puis des IPP, et ça aggrave, des douleurs apparaissent. En 2018, moi j'étais à l'hôpital, j'étais aux urgences à cette époque-là, et je le rencontre à cette occasion-là, puisque depuis 15 jours, il avait des douleurs abdominales qui étaient devenues vraiment très intenses, aussi bien en épigastre qu'en flanc droit et qu'en fausse iliaque droite. Donc je rappelle qu'il les avait eues suite aux introductions d'IPP. À ce moment-là, il me dit qu'il s'alimente plus qu'un jour sur deux, il a une alternance de diarrhée et de constipation, il n'a pas de vomissement. Moi, je l'examine, je trouve une défense abdominale en fausse iliaque droite, donc j'évoque éventuellement une suspicion d'appendicite subaiguë. Donc, je lui fais tout un tas de bilans, bilan biologique, qui va retrouver un syndrome inflammatoire biologique, hein, donc une CRP augmentée, des leucocytes augmentés. De mémoire, il avait 10 000 blancs. Une échographie abdominale qui n'a rien trouvé de particulier, donc moi, je n'étais pas convaincu. Je demande un scanner abdominopelvien, et là, on me dit aspect d'iléite inflammatoire, donc un truc qui est complètement aspécifique. Et donc, moi, devant l'association syndrome inflammatoire biologique aspect d'iléite, je dis, bon, il faut qu'on le garde à l'hôpital en service de gastroentérologie. Peut-être qu'il a un Crohn ou une rectocolite hémorragique qui débute. En gastro, bah, en fait, ils ne vont pas faire grand-chose. Ils lui ont éliminé un Clostridium difficile et en fait, il sort au bout de 7 jours, reconvoqué pour faire une coloscopie. Coloscopie et fibro d'ailleurs, qui va refaire le 16 août. Donc pour mémoire, je le vois le 2. Donc le 16, il fait ses examens. La, RGO, la fibro, pardon, on retrouve un RGO avec œsophagie de grade 1, donc pas grand-chose, et pas d'argument pour une Mickey. Bon, tant mieux pour lui. Le lendemain, le 17 août, eh bien, rebelote, il refait un passage aux urgences, rebilan, rescanner, cette fois-ci, on ne lui trouve rien, on lui dit, monsieur, vous êtes gentil, rentrez chez vous. Et puis, voilà. Donc, finalement, il va venir me consulter un mois après, donc le 4 septembre 2018. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, il avait 30 ans. Donc, c'est un jeune homme qui est pacsé, il est apiculteur, il a une petite fille. Il fume pas, il consomme de l'alcool de manière très occasionnelle, il ne prend pas de compléments alimentaires. Donc, voilà. Dans ses antécédents médico-chirurgicaux, on note qu'il a fait un zona ophtalmique quand il était petit. Donc, ça, c'est quand même pas banal. Il y a peut-être un problème de visibilité chez ce jeune homme. Sa hernie en 2013 et son ulcère en 2016. Dans la famille, eh bien, on note quand même un terrain aussi un peu auto-immun, puisque sa sœur a fait une thyroïdite d'Hashimoto, sa grand-mère maternelle a fait un cancer de l'estomac, son grand-père maternel une maladie de Crohn, donc ça, tout ça je ne le savais pas quand je l'avais vu aux urgences, et son grand-père paternel avait lui plutôt un problème de cardiopathie ischémique, il a fait un AVC. Donc, voilà, donc une bonne hérédité pour ce Benoît. Il ne prend pas de traitement. Alors, si on pousse un peu plus l'interrogatoire, on se rend compte qu'il a donc des difficultés d'endormissement. Il se réveille la nuit, il se rendort pas beaucoup, et puis il se réveille fatigué. Donc il a des gros troubles du sommeil. Il n'a pas de compulsion sucrée, il dit qu'il ne fait pas de mycose au niveau des orteils ou des plis, etc. Si on fait une analyse du pot, on se rend compte qu'il a donc une alternance de diarrhée de constipation, donc il passe du Bristol 1, donc les petites billes, au Bristol 6, la bouse de vache. Il a beaucoup de ballonnements, il a des gaz malodorants, son ventre gonfle de suite après les repas, donc on a un petit peu envie d'évoquer un SIBO devant tous ces symptômes. Et son régime alimentaire est assez pauvre, puisque le matin, il prend une infusion, le midi, des crudités, de temps en temps une quiche, donc là, il va aggraver ses ballonnements. Au goûter, des fruits, biscuits, pain d'épices, donc rien de bien intéressant d'un point de vue micronutrition. Et le soir, éventuellement une soupe, une purée. Voilà son régime. Alors, quand moi je le vois, il fait 66 kg pour 1,88 m, donc il a un IMC à 18. Bon, tension, le coup RAS, un examen sans particularité, toujours cette langue en carte de géographie. Alors, la première consultation, moi je demande tout un bilan standard et un bilan fonctionnel, donc où je vais regarder le statut acide gras, le bilan du stress oxydatif. Je regarde aussi le test d'intolérance alimentaire, parce que ça me renseigne quand même pas mal sur le leaky gut syndrome, puisque si on a des intolérances, donc des IgG positifs, c'est que probablement il y a eu un passage de ces antigènes au niveau de la barrière intestinale, et par conséquent, ça donne un peu une idée enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'interprète, une intensité du leaky gut. Je demande également l'homocystéine pour le risque cardiovasculaire. J'aime bien demander les caroténoïdes
pour le premier rendez-vous. Le sérodiagnostic du candidat, parce que c'est un test simple qui est remboursé et ça peut rapporter gros. Voilà, je crois que je l'ai tout dit. Et la CRP ultra sensible pour le côté inflammation de bas grade. Donc je le revois en novembre 2018, 2 mois après, il a fait ses bilans. Alors bon, l'ANUM, il n'y a rien de particulier, 13,2 d'hémoglobine, c'est pas très haut, effectivement. Le rein, le foie, il n'y avait pas grand-chose. Il avait une CRP ultrasensible à 1,95, donc une petite inflammation de bas grade, parce que normalement, il faut que ce soit inférieur à 1. Au niveau de son analyse du cholestérol, bon, pas grand-chose à dire. 1,68, LDL 1,13, 0,39 de HDL, c'est limite pas très haut. Les triglycérides 0,82, donc s'il ne mange pas trop de sucre, hein, puisque les triglycérides sont les réserves de sucre sous forme de graisse. Il a une réserve de fer, une ferritine qui est un petit peu augmentée. Ok, une TSH qui est à 4,16, donc ça c'est élevé, puisque nous en médecine fonctionnelle, on recommande une TSH qui doit être inférieure à 1,5. S'il a une TSH supérieure à 1,5, c'est que probablement il y a des carences en cofacteurs que sont zinc, iode, sélénium. Et d'ailleurs, on va voir que sa T3 libre, elle est à 5,82. T3 libre 5,82, c'est pas mal. Mais surtout la T4, T4 à 9,44, ça c'est très bas, puisqu'il faudrait qu'elle soit plutôt au-dessus de la norme santé, enfin dans les normes labo plutôt au-dessus, donc c'est-à-dire plus proche de 12, 13, 14 que de 9. Donc il produit peu d'hormones thyroïdiennes. Et aux surprises, il a un anticorps anti-thyroperoxydase positif. Je rappelle que sa sœur avait fait un Hashimoto. Donc là, oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire, TSH trop haute, T3 OK, T4 basse, et en fait, on a suspecté un Hashimoto. Donc là, c'est son analyse du profil gras de la membrane, hein. Donc, on remarque qu'il a une carence en acide myristique, sinon les acides gras saturés, c'est plutôt correct. Les oméga 9 ici, avec un acide élaïdique qui est un petit peu haut. Donc, est-ce qu'il ne fait pas chauffer un peu son huile d'olive? C'est possible. Les oméga 6, les oméga 3 ici qui sont un petit peu bas. Il y a une petite carence, notamment en DHA. On aimerait bien que EPA et DHA soient vraiment dans les normes hautes des valeurs santé. Et un rapport AA sur EPA qui est somme toute dans les normes, et un indice oméga 3 qui est bas. Donc ça, surtout, on va retenir le fait que ces oméga 3 sont un petit peu bas. Par rapport au bilan du stress oxydatif, alors là, on voit qu'il y a une carence globale, vitamine A, vitamine E, vitamine D, en cuivre, en zinc, en sélénium, hein, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, les cofacteurs de la thyroïde, son taux de fer est bon, le coenzyme Q10 qui est bas, son LDL oxydé, il est normal haut, mais encore heureux, puisqu'il n'a pas beaucoup de cholestérol, c'est-à-dire qu'il l'oxyde un petit peu quand même. Et la 8-hydroxydéguanosine urinaire, qui est le reflet de l'oxydation de l'ADN, des réparations de l'ADN, est normale haute. On n'aime pas trop ça. Donc, il faut en fait potentialiser toutes ces défenses antioxydantes pour améliorer ces paramètres-là. J'ai peut-être été un petit peu vite sur l'histoire de Hashimoto. Il faut savoir qu'une hypothyroïdie va forcément entraîner un impact au niveau intestinal, notamment probablement une dysbiose intestinale, et que ça ne peut pas se régler si on n'a pas réglé le problème de la thyroïde. Donc, c'est un cercle vicieux infernal. Alors, le profil vitaminique, là, on voit les vitamines du groupe B, bah, pareil, hein, tout est un peu bas, donc forcément, il a un régime assez pauvre. Voilà, qui est carence en vitamine B, A, D, E. Alors, voilà. Les caroténoïdes, eh bien, bon, bah, c'est pas terrible. Lutéine, cryptoxanthine. Alors, lutéine, ça se trouve surtout dans dans les légumes à feuilles vertes, épinards, brocolis, etc. Cryptoxanthine, ça serait plutôt orange, mandarine. Les lycopènes sont bons. Alpha-bêta-carotène, ça va. Alors, ce qui est aussi assez frappant chez lui, c'est qu'il a un taux de bêta-carotène qui est énorme, avec un taux de vitamine A qui est effondré. Ça veut dire qu'il ne transforme pas son bêta-carotène en vitamine A. Et une des causes de cette non-transformation, c'est l'hypothyroïdie. Là, on tombe sur son test Into20. Donc là, on voit qu'il a un intestin qui est assez poreux. Hein, je pense qu'il a un leaky gut assez cogné. On a tous les produits laitiers qui apparaissent, les œufs de poule 4 croix, et aux surprises, le miel et l'ail. Alors, il est apiculteur, je rappelle,
Et lorsqu'il est venu me voir, c'était à peu près au moment où il goûtait les miels pour sa culture, pour la récolte, pardon. Donc, un gros lien entre son métier, malheureusement, et ses symptômes digestifs. Ça, c'est assez surprenant. Donc moi, je demande systématiquement un DMI, un test de dysbiose mycose intestinale de chez LIMS. Là, c'était chez le barbier. Eh bien, écoutez, on ne trouve pas de prolifération fongique, ni de flore de fermentation, ni de flore de putréfaction. Donc c'est un peu surprenant parce que chez lui, on s'attendait à avoir un truc un peu violent. Prise en charge, donc je lui demande de faire une activité physique ludique régulière, hein. On fait un rééquilibrage alimentaire, donc je parle systématiquement de la chrononutrition. Enfin, je ne vais pas tout redétailler là, mais je pense que, enfin, j'imagine que vous savez, sinon vous pouvez me poser des questions à la fin. Donc protéiné le matin, le midi, glucidique le soir et en fin d'après-midi. Tout ça pour justement favoriser une synthèse de dopamine le matin et de sérotonine et mélatonine le soir. Bien mastiqué, hein, il retrouve des morceaux d'aliments non digérés dans ses selles. Et puis, alors chez lui, on va enlever les allergènes alimentaires. Donc, moi, c'est comme ça que je procède pendant une période d'environ 6 mois. Donc, chez lui, il va falloir qu'il fasse sans produits laitiers, sans œufs, limiter le gluten parce que le gluten est une molécule pro-inflammatoire, le gluten moderne, hein, il ouvre les jonctions serrées via la sécrétion de zoluline. Donc, il vaut mieux éviter de manger trop de gluten quand on a un leaky gut comme ça. Et chez lui, le miel. Donc, il a fallu qu'il trouve quelqu'un d'autre pour goûter son miel. Prise en charge de l'intestin. Donc, moi, je donne un aliment donc, fonctionnel modulateur de l'inflammation, notamment régulateur des kinases. Un probiotique. Au début de prise en charge, j'ai même donné 60 milliards de bactéries, un truc assez fort. De la glutamine, cicatrisant intestinal. Bon, il était carencé en CoQ10, donc j'ai donné CoQ10, des oméga 3, 2 grammes par jour, puisqu'il était carencé. En fait, si vous voulez, je remonte tous les paramètres. Donc, vitamine D, 10 000 unités par jour, B9, B12, magnésium obligatoire, puisque tout le monde est carencé en magnésium, on ne fait pas de stock. Et évidemment, je lui demande une écho du foie et de la thyroïde. Thyroïde pour l'Hashimoto, le foie parce qu'il avait une ferritine augmentée. Je me suis dit, bon, on va quand même aller chercher les signes de surcharge en fer, hémochromatose. Donc, après un mois, alors, il mange peu de viande parce qu'il digère mal. Il a bien écarté les aliments non tolérés, donc l'œuf, les laitages, l'ail et le miel. Il a trouvé quelqu'un pour lui goûter à sa place. Il évite les produits industriels au maximum. Il a bien compris les consignes que je lui ai données. Il favorise les potages, les légumes cuits vapeur. Il respecte la consigne de mastication importante. Et les repas sont enfin variés. Il a même acheté des livres de cuisine. Au bout d'un mois, il a déjà plus d'énergie. Il me dit qu'il a moins de fatigue, il a beaucoup moins de douleurs au ventre, moins de ballonnement et une fois par semaine, en moyenne, dans sa faucille à droite. Donc déjà, en un mois, on a réussi, simplement en faisant des choses simples, c'est-à-dire en écartant ses intolérances, en restructurant un peu l'alimentation et en donnant quelques compléments alimentaires pour essayer de guérir sa barrière intestinale. Bon, l'écho hépatique n'a pas montré de signe de surcharge et l'écho de la thyroïde confirme l'aspect de thyroïdite. Donc, quand je le revois au bout d'un mois, je modifie un petit peu son traitement, je lui donne une petite cure de détox, je diminue les probiotiques puisqu'il avait fini sa cure de 60, donc je passe à 25, et le reste, je continue pour une durée de 3 mois. Je fais quand même un courrier à l'endocrinologue parce que je me dis quand même, il faut qu'il aille voir un spécialiste pour sa thyroïde. Et je le revois au bout de 3 mois. Alors, au bout de 3 mois, il me dit que la fatigue a complètement disparu. Il peut travailler 8h, 22h, alors qu'avant, il ne pouvait pas faire plus de 5 heures d'affilée, hein. Voilà. Disparition de ses crises douloureuses abdominales, disparition de sa langue en carte de géographie, une persistance de temps en temps de sa petite gêne en hypocondre droit, là, sous les côtes. Il a moins d'acouphènes, ça persiste un peu quand même. Il a bien maintenu le régime alimentaire. Globalement, c'est assez satisfaisant. Le bilan, on retrouve, alors la ferritine baisse un petit peu, donc ça se régularise. On voit que sa CRP est en baisse, donc ça, c'est plutôt cohérent avec ses symptômes et ce qu'il nous raconte. Le bilan hépatique est toujours bon. La TSH, elle s'aggrave. La T3, alors la T3, elle augmente parce que l'organisme en fait va s'adapter en augmentant la transformation de la T4 inactive en T3 active. Donc c'est pas inattendu que sa T3 augmente. Et la T4 elle reste stable.
Ces anticorps, ils explosent. Les antithyroglobulines qui étaient négatives se positivent. Donc, les antithyroglobulines ne sont pas symptomatiques d'Hashimoto, mais plutôt d'un terrain auto-immun. Bon, là, ils sont augmentés de manière insignifiante. Voilà. Et il a un iode urinaire qui est très bas, à 31. Donc, effectivement, il ne peut pas construire d'hormones thyroïdiennes puisqu'il n'a pas assez d'iode, qu'il n'avait pas assez de zinc, pas assez de sélénium. Alors, son zinc, son sélénium augmentent un petit peu, heureusement. Le cuivre, il est un petit peu bas. Bon, enfin, il est subnormal. On n'aime pas trop avoir trop de cuivre. Moi, j'aime pas trop supplémenter en cuivre à cause de la réaction de Fenton, notamment. Quand c'est vraiment bas, on peut quand même, hein. Alors, son CoQ10 remonte bien grâce aux suppléments. Les vitamines B, globalement, ça remonte. La B12, pas tout à fait assez. Vitamine A, vitamine E, ça remonte. Vitamine D, il passe de 26 à 45. Globalement, ça va mieux, même si c'est pas optimal. Donc, on voit quand même que les paramètres biologiques sont un petit peu mieux. Nous, on aimerait que ce soit encore mieux que ça, mais lui se sent beaucoup mieux au bout de 3 mois, donc mission presque réussie. Si on regarde le profil des acides gras à la membrane, on voit que ça, pareil, hein, oméga 3, EPA, DHA ont monté, hein, grâce à la supplémentation. Son indice oméga 3 est un peu mieux. Alors après 3 mois, je poursuis son traitement. Je lui redonne un petit peu donc c'était du Nutri-Inflamme que j'avais donné. Je lui mets un complexe iode, zinc, sélénium, tyrosine. Je poursuis les oméga 3 parce qu'ils ne sont pas assez hauts. On donne des vitamines B. Je continue la vitamine D parce que j'aimerais bien atteindre un taux de 60 à 80 hein, nanogrammes par ml. Le CoQ10 100, on poursuit. L'huile de foie de morue pour vitamine A et E et un petit peu de vitamine D, un petit peu d'oméga 3, mais c'est surtout vitamine A et E, du magnésium. Et là, j'avais mis un petit peu de traitement pour la thyroïde parce qu'en en fait, il n'a pas été voir l'endocrinologue. Je le revois au bout de 6 mois. Alors, au bout de 6 mois, globalement, ça se confirme dans le temps, c'est-à-dire qu'il a beaucoup moins de fatigue, il retravaille normalement maintenant, il n'a plus de difficultés d'endormissement ni de réveil, il fait 1 à 2 selles par jour, il n'a plus de douleur au ventre, sauf s'il mange un peu sucré, on se demande pourquoi. Son reflux gastrique, c'est nettement amendé, hein, c'est plus qu'une à 3 fois tous les 15 jours, voilà, quand il est invité, quand il va au resto, donc quand il ne mange pas chez lui, c'est soulagé par son bicarbonate alimentaire. Sa langue en cardiogéographie, c'est pas revenu. Au niveau du régime alimentaire, il a réintroduit l'œuf le matin, donc toujours son petit thé, et il remet du miel hein, au bout de 6 mois. Voilà. Il prend un peu de pain au blé ancien, donc il a remis un régime un peu plus varié. Légumes féculents, malheureusement pas de protéines le midi. À 17 h, il prend un peu d'oléagineux, et le soir, il mange glucidique, soupe maison, légumes, donc c'est bien. Au niveau des compléments alimentaires, là, on avait gardé le Nutri-Inflamme, un peu de magnésium, vitamine D et toujours un petit peu d'iode, zinc, sélénium pour cette thyroïde. Alors lui, ça fait 1 an que je le suis maintenant. Donc, bon, je vais me répéter, mais enfin voilà, sa fatigue a disparu, il dort bien, il a un transit qui est parfait, des selles Bristol 4, alors qu'avant c'était entre 1 et 6. Hein. Il a plus de douleur, il a de temps en temps sa petite gêne aussi à droite, mais globalement c'est parti. Il avait des douleurs au poignet qui ont disparu, oui, donc des choses qu'on avait oubliées. Donc, juste pour dire que le leaky gut peut vous donner des symptômes digestifs, un pseudo-chirurgicaux chez lui, j'ai pensé à une appendicite, alors que, et puis, enfin, je veux dire, des symptômes aussi extra-digestifs comme des douleurs au poignet, une fatigue, une dépression, etc., comme les symptômes qu'il avait, les acouphènes. Il retravaille 6 h, 22 h non-stop, donc c'est bien. Il n'a pas supporté le médicament pour la thyroïde, alors on l'a arrêté. Alors maintenant, on va voir Armand, pardon. Armand, c'est un monsieur de 34 ans. Lui, antécédent amygdalectomie et adénoïdectomie quand il était jeune. Il a une consommation un petit peu régulière de tabac, mais en baisse. L'alcool le week-end. Et il prend un peu d'oméga 3, un peu de fer, un peu de zinc. Il s'est renseigné par lui-même. Il s'automédique. Alors, le 25 septembre 2018, il vient me consulter pour des troubles de concentration et de mémoire depuis le mois de février 2017. Des crises anxieuses. De mémoire, il travaille dans l'informatique et il a des épigastralgies qui sont soulagées par la prise alimentaire. Il a consulté en ville, on lui a fait un bilan, il avait une carence en vitamine D,
Rien de spécial par ailleurs. Donc, il a pris une ampoule de vitamine D 100 000 unités. Quand il s'est contrôlé, il avait une vitamine D à 24. Donc, il s'est dit, je vais m'automédiquer avec 4200 unités de vitamine D par jour. Donc, voilà comment il arrive chez moi. Si on refait un petit peu son historique, au mois de juillet 2017, il me parle de douleurs abdominales avant les repas, pour lesquelles il a fait une échographie abdominale qui n'a rien retrouvé. Il a fait une coloscopie, une fibroscopie pour montrer une gastrite en mosaïque, plus de l'Helicobacter pylori. Il a fait l'éradication de l'Helicobacter pylori. A priori, c'est rentré dans l'ordre. En mars 2018, il retourne travailler à son ancien travail. Et là, les crises d'angoisse reviennent. En avril 2018, il a même des sensations de tangage pour lesquelles il consulte aux urgences. On ne lui trouve rien de spécial. On lui donne un traitement de tanganine, donc c'est un médicament pour les crises vertigineuses, les vertiges périphériques. Et il consulte un ORL qui a infirmé le vertige. Il dit qu'il n'a pas de problème au niveau de l'oreille interne. Donc on ne sait pas ce qu'il a. Si on regarde un petit peu ce qu'il mange, le matin, un fruit, un thé. Le midi, il prend une entrée, une fois sur deux, ou un dessert. Et puis, globalement, c'est viande, féculents, légumes. Donc c'est plutôt équilibré. Le soir, soupe, viande, légumes. Il ne mange pas de poisson. Armand ne mange pas de poisson. Il n'aime pas les poissons. Il ne supporte pas les poissons. Alors lui, il fait 1,82 m, il est un peu plus rond déjà, il fait 79 kg, 6, il a un IMC à 24. Alors bon, chez moi, ils ont toujours la tension un peu élevée parce que je pense qu'ils sont un peu stressés, puis je les laisse pas allonger bien comme il faut 20 minutes avant. Bon, voilà, 145, 81, mais à mon avis, c'est un petit peu surévalué. Un poids 73, un examen clinique sans particularité. Donc, il me dit que ces selles sont Bristol 6, hein, donc bouse de vache. Elles sont grasses, elles flottent, elles sont collantes, donc probablement qu'il a de la stéatorée. Euh, il a des ballonnements et des gaz malodorants. Je rappelle qu'il mange beaucoup de viande. Alors, on a fait une IRM cérébrale quand même, parce que devant les troubles de l'attention, les sensations de tangage, d'ébriété, il n'avait pas eu d'imagerie, un épisode de paresthésie de l'hémiphase droite. L'IRM n'a rien montré. On a demandé donc un bilan classique standard, NFS plaquettes, CRP, bilan de cholestérol, glycémie, etc. comme d'habitude. Donc le bilan thyroïdien. Je demande un profil vitaminique complet, le bilan du stress oxydatif, les anticorps anti-candidats et normalement il y a les statuts acides gras aussi qui sont demandés. Alors je revois le 16 octobre. Voici ses résultats. Donc il a une CRP à 2,01, lui, ultrasensible, donc il a une petite inflammation de bas grade également. Avec inflammation de bas grade, je rappelle, hein, ça peut être ou le leaky gut syndrome ou une carence d'oméga 3 ou alors une consommation de sucre rapide par le biais de l'hyperinsulinisme qui donne également de l'inflammation de bas grade. Alors, lui, il avait un bon taux de vitamine B1, B6, il avait des B9 bas, une B12 qui est bonne, mange de la viande, vitamine A et E dans les normes mais basse, vitamine D basse. Là-dessus, on voit qu'effectivement, il a une carence en cuivre, en zinc, en sélénium. Donc, on peut se douter que sa thyroïde, ça va pas être top top. La ferritine, bien augmentée aussi. Le CoQ10 est normal. Bon, on va voir la suite. Son bilan du stress, de son bilan, pardon, des acides gras. Alors, chez lui, on voit qu'il y a un petit excès d'acides gras lignocériques. Les oméga 9, c'est correct. Un petit peu trop de transvaccinique ici, d'élaïdique aussi. Les oméga 6, c'est correct. L'acide arachidonique, pardon, un petit peu haut. Et surtout, on va avoir une grosse carence en oméga 3. Donc, aussi bien en acide alpha-linolénique précurseur qu'en EPA et DHA, puisqu'il ne mange pas de poisson gras. Donc, forcément, le rapport acide arachidonique sur EPA, qui est ici, eh bien, il est augmenté, il est dans la partie supérieure. On aimerait qu'il soit un peu plus bas. Son indice oméga 3 est à 73, il est bas, donc son risque cardiovasculaire est augmenté à long terme. Hein. Et c'est évident puisque c'est indexé sur le DHA qui est lui-même à 71. Donc moi j'aime bien les résultats graphiques du bilan du stress oxydant parce que c'est un peu plus visuel. Donc effectivement, on se voit que vitamine A, vitamine E sont très basses, vitamine D aussi. Donc le cuivre, le zinc, le sélénium, on les a vus. Le fer un petit peu trop haut, donc un excès de fer fait la réaction de Fenton, le stress oxydant, c'est pas terrible.
Bon, bah, lui, il se défend plutôt pas trop mal parce qu'il n'a pas de 8-OHGG augmenté. Son LDL oxydé, il est normal haut. Et son CoQ10, il est bien. Donc là, on a envie de le supplémenter en vitamine A, E, vitamine D, tout ça. Les caroténoïdes, c'est pas terrible. Donc, il absorbe pas bien les nutriments, ou alors il mange peut-être trop de crudités, hein. Vous savez que la cuisson influence l'index glycémique, mais aussi la biodisponibilité des nutriments. Donc, il va falloir qu'il fasse des efforts. Et voilà son intestin. Donc là, il a un intestin qui est hyper perméable. On voit qu'il est intolérant, enfin, en tout cas, que ça flash sur beaucoup d'aliments. Donc lui, on va lui demander de retirer essentiellement ce qui flash fort, donc les produits laitiers, l'œuf de poule, l'amande, les amandes. S'il peut éviter la banane et l'ananas, hein, c'est un plus quand même. Pas très compliqué d'éviter l'ananas. Alors lui, pareil, un DMI qui montre rien de particulier, alors qu'on aurait pu s'attendre à une dysbiose, notamment de putréfaction. On voit ici que tout est dans le vert. Alors son traitement, toujours pareil, il faut toujours conseiller une activité physique ludique régulière, hein, ça sélectionne les bonnes mitochondries. On rééquilibre au niveau de l'alimentation plus chrononutrition. On mastique, on évite pendant 6 mois tout ce qui lui provoque plutôt de l'inflammation au niveau de la barrière intestinale. Donc je supprime essentiellement pour justement réparer la barrière, parce que tous ces aliments-là vont lui provoquer de l'inflammation. Au niveau micronutrition, donc je vais réutiliser le fameux Nutri-Inflamme que j'aime bien utiliser parce que finalement, je me rends compte qu'il règle beaucoup de problèmes. Le probiotique, de la glutamine bon, pour cicatriser la barrière, des enzymes digestives, des oméga 3 chez lui, de la vitamine D, enfin voilà, protocole assez classique. Après un mois, le 20 novembre 2018, donc il a suivi le conseil de diminuer les sucres puisqu'il mangeait trop sucré. Il a vu un mieux du point de vue de sa concentration, il est un petit peu moins anxieux, il a moins d'aft aussi, il a perdu 4 kilos, forcément, il mange moins sucré. Il a une disparition de ses ballonnements, ses selles se sont améliorées, et là, donc, je modifie un petit peu, toujours pareil, une fois que j'ai rétabli un petit peu la barrière intestinale, je vais pouvoir commencer ma détox. Moi, j'aime bien d'abord colmater la coque du bateau avant de découper, hein. Donc, du coup, je règle le leaky gut avant de faire ma détox. Chez lui, je lui ai mis un probiotique associé à du Saccharomyces boulardii, du curcuma, de la glutamine, des enzymes digestives. Donc tout ça, ça n'a pas changé. C'était le protocole que j'avais instauré un mois avant. Alors après 5 mois, il a réintroduit lui-même le gluten en janvier. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on avait fait un petit test pour la maladie cœliaque qui n'avait jamais été fait. Donc dès qu'il a réintroduit le gluten, il s'est senti mal, digestif, crise d'angoisse. Dès le premier jour, il me dit. Après une semaine, il y a eu des malaises, une impression de chute de tension. Il a remangé un peu de produits laitiers, il n'a pas eu de symptômes, donc là, il s'est dit, bah, je peux les remanger. L'aspect de ses selles est normal, donc il fait un Bristol 4 au lieu d'un 6. Il a plus de troubles de concentration, plus d'aft, il se sent bien. Donc là, globalement, on a quand même gagné quelque chose au niveau de son état de santé, même s'il fait quelques petits écarts. Donc le matin, il prend un bouillon d'os. Le midi, il fait toujours ses salades de crudités, un paquet de chips. Donc là, c'est pas terrible, hein. À 17h, il prend rien. Et le soir, une viande, salade de pommes de terre, risotto 2 fois par semaine, plat en sauce. Bon, là, je lui explique que rarement, il va falloir qu'il se remette un peu en droit chemin parce qu'il déconne un peu. Et on a refait un nouveau bilan. Alors, sa CRP est en baisse. Donc ça, bon, c'est pas terrible, hein. 2,01 pour 1,94. Il fait quand même pas mal d'écart. Il a remis le lait, etc. Donc voilà, on n'a pas totalement réglé le problème d'un point de vue biologique, même lui, s'il lui se sent mieux. La vitamine D, il fait moins bien, bah oui, parce qu'il n'a pas bien prise. Le zinc, le sélénium, le cuivre se sont normalisés et son LDL oxydé, il baisse de 70 à 55. Donc ça, c'est quand même bien parce que c'est le LDL qui est athérogène, provoque les maladies cardiovasculaires. Bon, il est pas cœliaque, heureusement. Du point de vue de ses vitamines, alors la B9, je ne sais pas si c'est pas une erreur du laboratoire, mais globalement c'est bien. Vitamine A et E restent basses, donc c'est un peu décevant. La complémentation n'a pas bien fonctionné, voire il n'a peut-être pas bien prise.
Et la vitamine D, on l'a dit qu'il n'avait pas bien. Il a fait un peu ce qu'il voulait. Au niveau du profil des acides gras de la membrane, c'est un peu mieux. Les oméga 3 ont remonté. Son indice, son rapport A sur EPA, il a un petit peu diminué. L'indice oméga 3, hop, tout juste supérieur à 8, on est à 9,0, enfin 9, quoi. Donc globalement, c'est un peu mieux. Enfin, il pourrait faire mieux, hein. Les caroténoïdes, c'est mieux aussi. On voit qu'il a fait un effort. Les lycopènes sont bien remontés, la lutéine aussi, même la cryptoxanthine. Alors, nouveau traitement. On a poursuivi les enzymes digestives. Je lui donne toujours des oméga 3, toujours de la vitamine D. Du coup, là, j'ai mis 10 millilitres parce que ce n'était pas suffisant. Huile de foie de morue, vitamine A, E, là, pour bombarder un peu parce que vraiment, c'était trop bas. Je lui prends bien prenez bien votre magnésium. On remet un peu de probiotiques et de la glutamine, du fucosyl-lactose. À ce moment-là, était apparu le fucosyl-lactose, hein. Avant, on n'en avait pas. Donc, étant donné que ce n'était pas encore terrible au niveau de son bilan, j'ai introduit. Alors, au bout d'un an, il a réintroduit les produits laitiers et les œufs. Il faut savoir qu'avant, il se documente énormément, il lit énormément de choses. Il a même été faire des analyses de sel dans un labo, je ne sais pas où. Donc voilà, il se documente beaucoup par lui-même, alors il bidouille un peu. Alors, il a réintroduit les produits laitiers et les œufs, il se sent mieux de manière générale, au niveau fatigue, transit, il a une disparition des troubles de concentration, il n'a plus d'anxiété, il n'a plus d'AF, il a meilleure mémoire. Donc pour son travail, c'est top, il est très content. Je le revois au bout de 18 mois, donc là, en plein confinement, le 30 mars, on a fait une téléconsulte. On a refait un petit point et effectivement, il a perdu 8,6 kg depuis que je le suis, donc il a 71 kg. Il se sent bien, il a un IMC à 21. Les troubles digestifs et de concentration, maintenant, c'est fini. Alors, il a fait un effort au niveau des compléments. Effectivement, il a une CRP qui baisse, un OMA à 1,37, donc c'est correct. La vitamine D est parfaitement remontée, de 23, il est à 80. Donc aujourd'hui, effectivement, il est un taux qui est bien, aussi bien d'un point de vue du métabolisme phosphocalcique, mais aussi de l'immunité, du risque des cancers, du risque cardiovasculaire. Son CoQ10, il reste stable. Il est un peu baissé, mais bon, voilà. Le profil vitaminique, c'est beaucoup mieux, hein. Toutes les vitamines du groupe B sont à des taux, enfin, sont en haut des normes santé, donc on est bien. Vitamine A est bien remontée, vitamine E pas trop, mais bon, voilà. Vitamine D parfait. Donc globalement, son état de santé aujourd'hui se reflète sur sa biologie. Sa TSH baisse, donc voilà, ça fonctionne bien, c'est parfait. Sa T3, sa T4, elles augmentent même, donc ça veut dire que son organisme est capable de produire des hormones thyroïdiennes. Son iode urinaire est bien remonté, il passe de 76 à 119, donc tout ça veut dire que voilà, il a ce qu'il faut en termes de d'iode, zinc, sélénium, donc ça fonctionne bien. Effectivement, son zinc est à 109, le sélénium il est à 52 alors qu'il était à 0,9, donc il a remonté. Le cuivre pareil. Alors, j'ai un petit peu poussé sur le bilan hormonal. Donc, on voit qu'il a une préninolone à 94. Donc, ça, la préninolone, souvent, elle est basse quand ils ont des troubles de mémoire, j'ai remarqué. Donc, lui, effectivement, tout est bien revenu. Et effectivement, d'un point de vue hormonal, ça peut s'expliquer. Son cortisol est dans les normes hautes des laboratoires. Donc, pareil, hein, il est en forme, etc. Donc, tout ça s'explique bien. Son cortisol libre urinaire, je l'ai mis parce qu'on voit qu'il est à 48 et donc il est la bande supérieure du labo. Donc, globalement, il a une bonne synthèse de cortisol, une ACTH qui est normale. Voilà, c'est un petit peu le bilan. Il a une bonne testostérone, une bonne DHEA. Donc tout ça tous ces paramètres sont des signes de bonne santé. Voilà. Alors, on a fait un petit traitement là d'entretien. Je dis, voilà, maintenant on atteint des bons taux, donc maintenant il ne faut pas que ça baisse. Donc, de temps en temps, il fait une petite cure de nutri-inflamme quand il sent qu'il a besoin. Pareil pour les probiotiques et le flucosilactose, hein, il fait par cure. Alors, il garde un petit peu d'iode, zinc, sélénium pour garder des taux toujours constants de ces paramètres-là, parce que sinon, malheureusement, ça baisse, hein, on s'aperçoit. Il garde un petit peu de multivitamine B, 3-4 comprimés par semaine. Il prend un petit peu de vitamine D plus la vitamine K. Donc là, on a baissé à 5 unités jour puisque maintenant, il a des bons taux.
Vitamine E, je l'ai laissé parce que c'était bas, donc on a changé un petit peu les posologies. On garde du magnésium. On garde les oméga 3 puisqu'ils ne mangent pas de poisson gras. Le CoQ10, comme il était un petit peu remonté, que je vise plutôt des taux autour de 1000, je lui ai remis un peu de CoQ10. Et par rapport au Corona, eh bien, on a mis un peu de N-acétylcystéine et de vitamine C. Euh, on pourra en reparler, la N-acétylcystéine, mais en gros, c'est le précurseur du glutathion. Et le glutathion est impliqué dans la détoxification des radicaux libres. Euh, bon, c'est tout un chapitre, hein, mais on peut avoir. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Merci beaucoup, Dr Frogel. On va tout de suite passer la parole à Karima qui va nous parler de quelques produits. Karima, est-ce que tu peux rallumer ton micro? Et alors, on va te donner la main pour que tu puisses présenter ton diaporama à ton tour. Voilà le diapo, parfait. N'oublie pas de rallumer ton micro. Et du coup, nous en profiterons juste après pour vous répondre à toutes les questions que vous avez pu poser sur le chat. Voilà, vas-y Karima. Là, vous voyez mon... Là, je Voilà. vois pas mon... On voit tout, on le voit. Prise en charge des pathologies inflammatoires chroniques, on le voit. Et on t'entend bien, vas-y. Attends, je vais juste... Mais moi, je le vois pas, c'est bizarre. Attends. Comment je fais pour voir mon écran? C'est pas grave. Reclique peut-être tout en bas sur le logo de GoToWebinar qu'on utilise. Normalement, tu dois bien le voir. C'est bizarre. Attends, je le vois pas, toujours pas. Alors, afficher plein écran, non. Oula. Non. Là, je me vois moi, là. Comment? Je me vois moi, en gros. Oui. C'est ça. Oui, je vois pas, je peux pas le partager, c'est bizarre. Attends. Et là? C'est bon, vous le voyez? Non, là, tu l'as enlevé. Ok. Là, tu peux me redonner la main pour le partager? Oui, François, je te laisse faire. Redonner la main à Karima. Sinon, on va le partager pour toi et comme ça, et tu... Oui, et tu allez. Montre-moi. Attends. J'ai redonné le partage à Karima, voilà, Et normalement. là c'est moi qui partage, hein. Mais là, c'est toi qui partages, là, on le voit. Si c'est bon pour toi, on continue comme ça. Très bien. Ok. Alors, bonjour à tous. Je suis Karima Amrani, représentante Bionutrix sur Paris et Val-de-Marne. Je vais vous faire une petite présentation de 3 produits en lien avec les cas cliniques que le Dr Fogel vient de vous présenter. Alors, le premier produit, c'est Nutri-Inflamme. Nutri-Inflamme qui est un complexe à base d'aliments fonctionnels, mais contient aussi de la glutamine, de la quercétine, du zinc pour favoriser une barrière intestinale fonctionnelle, soutient les voies de détox hépatique grâce à la NAC et aux acides aminés qu'il contient dans l'aliment fonctionnel justement, combat le stress oxydatif grâce à un mélange de vitamines antioxydantes telles que la vitamine A, C et E, soutient aussi les voies anti-inflammatoires grâce à des nutriments qui permettent de convertir les acides, grâce aux nutriments qui boostent justement l'activité de la désaturase pour permettre de convertir les oméga 3 en composants anti-inflammatoires tels que les prostaglandines et les résolvines. En 5e lieu, le Nutri-Inflamme module les voies pro-inflammatoires grâce au Métaflamme. Métaflamme, c'est un complexe exclusif à base de 7 extraits de plantes et de 3 phytonutriments. Et on finit avec les MAX. Nutri-Inflamme contient des MAX, c'est-à-dire des modulateurs d'activité des kinases, comme le gingembre, le boswellia, le thé vert. Nous vous le proposons sous la forme d'un pot de 632 grammes, avec une saveur nature et une saveur banane. On conseille une cure progressive, c'est-à-dire on commence par une demi-mesurette par jour pendant 3 jours, puis augmenter progressivement jusqu'à la dose optimale de 3 mesurettes. Voilà pour le Nutri-Inflamme. Ensuite, ça c'est un schéma, cette diapo représente un schéma qui vous est familier maintenant.
les acides gras polyinsaturés oméga 3 et oméga 6 ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme. Ils doivent donc être fournis par l'alimentation. Et malheureusement, l'alimentation moderne est trop riche en graisses animales, viande rouge, produits laitiers, aliments transformés, etc. Ce qui conduit à un apport trop important d'acide arachidonique par rapport à l'EPA. Et le métabolisme des acides gras implique une désaturation avec une delta-6 désaturase et une élongation avec une élongase. On sait très bien que ces enzymes sont plus ou moins fonctionnelles chez certains patients, en particulier la delta-6 désaturase, qui fait l'objet d'un polymorphisme génétique et nécessite beaucoup de cofacteurs qui, malheureusement, font défaut chez certains patients. C'est pour ça qu'on conseille une supplémentation d'huile de poisson pour rééquilibrer justement le rapport EPA acide arachidonique. Ainsi, bypasser l'étape limitante qui est la delta-6 désaturase. Alors, justement, on vous présente, pour ce fait, on vous conseille justement de supplémenter avec une huile de poisson de qualité. Et l'huile contenue dans Oménutrix provient de petites sardines et d'anchois de haute mer de l'océan Antarctique. Elles sont garanties par plusieurs labels de qualité. Comme vous voyez là, EPAX pour la pureté, Pufanox pour la stabilité, Friend of the Sea pour tout ce qui est pêche durable et respect de l'environnement. Oménutrix est classé récemment l'huile de poisson la plus stable sur le marché en France. Parce que récemment, justement, elle a fait objet d'une étude comparative avec d'autres huiles vendues en pharmacie et par correspondance. Elle en est sortie avec l'indice Totox le plus bas. L'indice Totox reflète l'état d'oxydation et nous permet d'avoir une idée précise du degré d'oxydation. Voici donc la gamme Oménutrix. Elle se décline en 3 packaging. Vous avez la forme liquide avec une saveur citron vert. Oménutrix, c'est un mélange de PA DHA. Hein. Et là, Oménutrix liquide, saveur citron vert. On conseille 1 cuillère à café par jour. Après, pour les patients qui n'aiment pas trop le goût ou qui préfèrent les gélules, justement, vous l'avez en gélule, un flacon de 90 gélules. Et là, on conseille d'aller jusqu'à 3 gélules par jour. Ensuite, pour les patients qui n'aiment pas trop les grosses gélules, qui n'arrivent pas à avaler la gélule, il se décline en forme perle. Là, on conseille d'aller plutôt de 3 à 9 perles par jour. Voilà pour la gamme Oménutrix. Ensuite, ça, c'est une diapo qui résume un peu les qualités idéales d'un bon probiotique. Être d'origine humaine, résister à l'acidité gastrique, aux enzymes digestives et aux sels biliaires, s'attacher aux entérocytes, produire des substances antibiotiques, détruire les carcinogènes, ne pas contenir de plasmide. Et selon l'Organisation mondiale de gastro-entérologie, une souche de probiotiques est identifiée par son genre, son espèce et par un caractère alphanumérique qui détermine la souche, comme vous le voyez là pour le Bifidobacterium lactis H1019. Et toujours selon cette même organisation, les effets bénéfiques des probiotiques sur la santé doivent faire l'objet d'études. Et ces effets bénéfiques ne peuvent pas être extrapolés à d'autres souches. Justement, nos souches chez Bionutrix ont fait l'objet de plusieurs études. Et ces études sont publiées. Vous pouvez les retrouver justement sur notre site internet. Et c'est très important de rappeler que nos souches sont d'origine humaine. Elles s'adaptent adaptées à l'être humain, ne contiennent pas de plasmide, c'est-à-dire absence de risque de résistance aux antibiotiques, adhèrent parfaitement à l'épithélium gastro-intestinal, résistent à la dégradation par l'acide, la bile, les enzymes digestives, c'est-à-dire que c'est des probiotiques qu'on peut prendre à tout moment de la journée. Voilà, et je vous présente justement notre Ultraflora Premium 25. L'Ultraflora Premium 25, c'est un mélange de 2 souches de probiotiques. Le Lactobacillus acidophilus 1-CFM, qui est une souche spécifique, et le Bifidobacterium lactis BI07. Et là, vous voyez, c'est 25 milliards, c'est-à-dire Premium 25, c'est-à-dire 25 milliards. On conseille une VJCAP par jour à partir de 12 ans. Et la gamme est très large. Vous avez la possibilité justement de voir ça sur le site internet ou via justement les conseils en nutrition de Bionutrix. Et selon les cas cliniques du docteur Pogel, il conseille énormément le
60. Et là, justement, l'ultraflora 60, vous avez l'ultraflora aussi qui est dosé à 60 milliards. C'est toujours les mêmes souches de bactéries. Voilà, et c'est fini pour moi. Merci pour votre attention. Je cède la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Karima. Du coup, on va passer aux questions donc, pour Ahmed et le docteur Fogel. Donc, il y en a eu pas mal. On va peut-être commencer, si vous voulez bien, docteur Fogel, sur peut-être un récapitulatif en fait, sur les dosages que vous conseillez. On a eu beaucoup de questions pour savoir en fait où est-ce que vous conseillez de faire ces dosages, est-ce qu'il y a des différences entre les différents laboratoires, et pour les personnes qui sont naturopathes, comment faire en fait pour les prescrire et comment interagir finalement avec les médecins pour avoir une bonne synergie de prescription avec eux. Ouais, alors il y a pas mal de labos qui s'y mettent. Moi, je bosse beaucoup avec Barbier par habitude maintenant. Voilà. Laboratoire Barbier est à Metz, donc il faut qu'il commande un kit sur Internet ou en téléphonant. Il y a toute une gamme de bilans qui ne sont pas remboursés. Donc là, n'importe qui peut les demander. Hein. Vous pouvez être naturopathe et faire demander un stress oxydatif ou un statut acide gras ou un intolin, puisque de toute façon, ce n'est pas pris en charge par la Sécu. Donc là, il suffit de demander aux patients de commander des kits. Voilà. Après, il faut savoir interpréter les bilans, mais globalement, ça, on peut vous aider. Sinon, il y a le laboratoire LIMS qui est en Belgique. Alors là aussi, on peut utiliser LIMS, notamment pour ceux qui sont naturopathes qui ne peuvent pas prescrire de bilan, puisque de toute façon, là-bas, c'est pas remboursé puisque c'est en Belgique. En France, il y a aussi le laboratoire Serballiance. Ils ont un label qui s'appelle Biopredix qui se met aussi à faire les bilans fonctionnels. Donc en fait, on va avoir de plus en plus de labos disponibles où on peut prescrire ces bilans. Moi, je travaille avec Barbier parce que comme je fais une prescription, donc ils sont partiellement remboursés, les patients. Tout ce qui va être les vitamines, c'est remboursé. Le zinc, le cuivre, il y a un tas de trucs qui sont remboursés. Donc, ça permet de faire des bilans un peu plus complets. Et sinon, il faut trouver un médecin qui veut bien bosser avec vous. Ça, c'est la difficulté, je sais que vous avez, mais pas trop le choix. Il y a aussi, merci, du coup, quelques questions sur tout ce qui était glutamine. Alors, plusieurs questions sur le fait du dosage. Est-ce que 1,5 g suffit? Pourquoi pas monter des fois jusqu'à 3 grammes par jour? Et une demande de savoir s'il y a une contre-indication avec des patients qui seraient épileptiques avec la glutamine. Alors, en fait, moi, j'ai 1,5 g parce que si vous avez, bon, c'était pas marqué dans le PowerPoint parce qu'on avait un petit peu simplifié, mais en gros, moi, quand j'utilise le Nutri-Inflamme, je donne 2 cuillères à mesure par jour parce que je trouve que 3, c'est déjà beaucoup. Et en fait, il y a à peu près 500 mg de glutamine déjà dedans. Donc, je complète par 3 gélules de Glutanutrix, qui fait qu'il monte à peu près à 2 grammes de glutamine. Au-delà de 2 grammes, je vois pas trop il n'y a pas de bénéfices particuliers supplémentaires. Bon, alors là, on rentre dans encore une autre considération, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que si on donne trop de glutamine, ça peut être plus délétère qu'autre chose. Donc, il ne vaut mieux pas donner des grosses doses de glutamine. 2 grammes, ça devrait suffire. Voilà. L'autre question, c'était quoi? Avec l'épilepsie. L'épilepsie, ça, non, je n'ai pas de notion. À la limite, avec les cancers, oui, parce que on peut se poser la question. Je sais que Vincent, lui, il recommande plutôt la glutamine pour la régénération intestinale. C'est un peu plus, voilà, on peut se poser la question. L'épilepsie, non, je n'ai pas de notion. Concernant du coup tout ce qui est prise d'oméga 3, à quel moment est-ce que vous recommandez du coup leur prise? Plutôt à jeun, au cours d'un repas, le soir? En fait, quelle est votre pratique? Les oméga 3, c'est au repas, puisque comme ce sont des huiles, hein, donc si on les prend à jeun, vous allez les retrouver dans les selles. Donc, au niveau de l'absorption, ce sera égal à 0. Il faut qu'il y ait des sels biliaires qui soient sécrétés dans l'intestin pour absorber les gélules d'oméga 3. Donc, il faut que ce soit pris au moment du repas ou à la fin. Donc, ça peut être le matin au petit déjeuner et le soir, par exemple. J'ai aussi plusieurs questions sur tout ce que signifie en fait la langue en carte de géographie. Si vous pouvez peut-être refaire une petite explication. En fait, c'est qu'il a une dysbiose. Il a une dysbiose, enfin, en tout cas, une flore buccale qui n'est pas bonne. Donc, ça lui provoque tout un tas de symptômes ORL, digestifs, etc. Donc, sa carte en langue de géographie, je ne pense pas que c'était une mycose en soi.
pense que simplement c'était le reflet d'une mauvaise flore buccale, tout comme des fois vous allez avoir des gingivites, des gens qui ont des gencives qui saignent, qui sont sensibles, ce genre de choses. Okay. Une question aussi sur la conversion du bêta-carotène en vitamine A qui se fait au niveau des entérocytes. Est-ce que ce n'est pas un signe aussi de leaky gut? Je ne sais pas. Je n'ai pas notion que la non-transformation du bêta-carotène en vitamine A soit un signe de leaky gut. C'est plutôt un signe d'hypothyroïdie. Après, souvent, hypothyroïdie, dysbiose, leaky gut, c'est lié. Donc, est-ce qu'on peut faire un lien? Voilà, on pourrait éventuellement, mais moi, ça me fait plus évoquer une carence, une hypothyroïdie, quoi. Sur les carences aussi, il y avait une question sur la carence en cuivre. À quelle posologie vous supplémentez et sous quelle forme? Alors, je donne généralement un cuivre seul. Je donne pas parce que des fois, vous allez trouver le cuivre associé à d'autres métaux, du fer ou quoi que ce soit. Moi, je donne du cuivre seul et généralement, j'ai pas de produit spécifique. Donc, je dis, vous trouvez un cuivre en pharmacie et vous prenez une gélule de ce qui est noté sur la posologie, parce que généralement, les laboratoires recommandent une posologie qui est a priori pas nocive et qui correspond aux apports recommandés journaliers. Je dis voilà, vous prenez un mois de cuivre et après on contrôlera. Je ne fais jamais plus que ça puisque je sais pas, je redoute la réaction de Fenton, tout ça, donc faites attention. J'avais une question également sur tout ce qui était homocystéine. Quelle interprétation et quelle stratégie thérapeutique adopter en cas d'élévation? Bonne question. L'homocystéine, donc c'est un marqueur de la méthylation. Et donc, par conséquence, du risque notamment cardiovasculaire. Quand on a une hyperhomocystéinémie, on a un risque cardiovasculaire qui est augmenté. Et l'homocystéine augmente bien souvent quand on a une carence en vitamines du groupe B, notamment B6, B9, B12. Donc la B6, bon, elle est rarement basse puisqu'on en trouve dans pas mal de compléments alimentaires, souvent associés au magnésium d'ailleurs. Donc tous ceux qui vont prendre du magnésium, ils vont prendre un peu de B6. En revanche, B9, B12 vont être assez souvent basses, carencées, chez énormément de patients, vraiment, je ne pourrais pas dire, mais 90% des patients sont carencés en B9 et B12 ou B12, enfin, et ou. Et effectivement, souvent, on a des homocystéines à 11, 12, 13, 14. Ça m'est déjà arrivé de voir même encore plus haut. Et en fait, en donnant des vitamines du groupe B, vous allez corriger l'hyperhomocystéinémie et vous allez diminuer le risque cardiovasculaire. Il faut viser une homocystéine inférieure à 7. Okay. Une question aussi sur tout ce qui était prise en charge des ballonnements, savoir s'il y avait un intérêt ou pas, par rapport au protocole que vous proposez, de rajouter peut-être un EcoClear ou un Ecodine pour, entre guillemets, nettoyer un peu au niveau des ballonnements et aider à la prise en charge de cela. Alors, le protocole que je donne, il est déjà assez costaud. Et en fait, les ballonnements, ils vont s'amender avec la prise en charge que je donne. Il faut aussi, bon, rappeler qu'il faut qu'ils mastiquent absolument, ça c'est primordial. Diminuer tout ce qui va ballonner, donc les crudités, les sucres rapides. Alors, pour répondre à l'Ecodine EcoClear, moi, je ne vais pas l'utiliser. En revanche, ça peut m'arriver d'utiliser du Flagyl quand ils ont une dysbiose de putréfaction. Il faut vraiment faire table rase de la dysbiose, pardon. Et donc, derrière, je le réensemence tout de suite avec des probiotiques. Ecodine EcoClear, je vais l'utiliser, moi, beaucoup dans les candidoses. En fait, je vais donner un antifongique et ensuite, en relais, pendant plusieurs mois, je vais donner Ecodine et EcoClear, l'un et l'autre en alternance. Voilà. Mais ça peut, enfin, je pense que ça peut peut-être aider dans la dysbiose. Moi, je ne l'utilise pas, mais après, il faut que vous fassiez vos protocoles, vous essayez, vous voyez les résultats, hein, comme ça que j'ai fait aussi. Il y avait aussi quelques questions sur tout ce qui était lien et bilan, lien entre thyroïde et intestin et bilan thyroïdien. Une personne qui souhaitait que vous réexpliquiez un petit peu le lien entre perméabilité intestinale et problème thyroïdien, Donc, notamment sur tout ce qui est auto-immun. ouais, donc dans la thyroïde, donc vous savez qu'on va fabriquer la T4.
La T4, c'est une hormone, c'est une pré-hormone hein, qui n'est pas active, qui doit être transformée en T3, notamment grâce au zinc, à l'iode, au sélénium aussi. On va avoir besoin également dans le métabolisme de la thyroïde de vitamine D, de vitamine A, de magnésium, enfin tout un tas de cofacteurs. Et bien souvent, le problème, c'est que les gens vont être carencés dans ces cofacteurs et vont pas bien fabriquer la T3, voire pire, des fois, ils vont fabriquer la T3 reverse, qui est une espèce de voie de garage où c'est une T3 qui n'est pas active. Donc, ils vont se retrouver en hypothyroïdie frustre. Le problème, c'est que si vous voulez, pour avoir un intestin fonctionnel et une flore de qualité, on a besoin d'avoir des hormones thyroïdiennes, puisqu'il y a une implication directe sur l'intestin. Mais que si on a une dysbiose et un leaky gut, on ne va pas pouvoir absorber ce qu'il faut, etc. Et donc, du coup, on va avoir des problèmes de malabsorption et ça va tourner en rond, en fait. Vous n'allez jamais réussir à arriver au bout de votre dysbiose, déjà, et à avoir une transformation T3, enfin T4, T3 correcte. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, si on veut y arriver, il faut traiter l'intestin correctement et en même temps supplémenter la thyroïde. Alors nous, on peut aider hein, avec des médicaments, notamment des médicaments qui vont apporter directement de la T3, puisque le problème, c'est que le lévothyrox et toutes ces molécules qu'on, lévothyrox, Euthyrox, L-thyroxin, etc., c'est de la T4. Et donc bien souvent, vous allez donner de la T4 aux patientes et elles ne vont pas savoir la transformer en T3. Donc vous leur donnez la T4, et puis elles se plaignent toujours de signes d'hypothyroïdie. On finit par leur dire que c'est dans leur tête, mais en fait, c'est pas dans leur tête, c'est que simplement, elles transforment la T4 en T3 reverse, et probablement, elles ont une dysbiose, donc il faut tout reprendre. Et on peut les aider en leur donnant de la T3 directement. Et là, souvent, elles vont se sentir un mieux tout de suite. Je ne sais pas si je réponds à la question. Parfait, merci beaucoup. Du coup, je pense que sur les questions, on va s'arrêter là. Je voulais vraiment, au nom du laboratoire, vous remercier à toutes et à tous participants d'avoir assisté à ce webinaire. Docteur Fogel, merci aussi infiniment pour votre présentation. Merci à vous. Vous rappelez également à tous que vous allez recevoir une petite newsletter avec l'ensemble des cas cliniques que vous avez pu voir aujourd'hui avec le docteur Fogel, le cas clinique, enfin le cours aussi du docteur Méran, les protocoles qui ont été aussi proposés, et restez bien à l'affût de vos adresses, de vos boîtes mail, puisque nous allons encore vous proposer de nouveaux webinaires pour les semaines à venir. Donc merci vraiment à tous, merci docteur Fogel, merci Ahmed, merci Karima, prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci.